En 1962, les passagers profitent d'une croisière luxueuse à bord d'un paquebot. Antonio Grazza Francesca et son orchestre jouent une musique magnifique, si bien que tout le monde danse sauf Cathy. Un serveur remarque qu'elle s'amuse avec un jouet de lettres et l'aide à former les mots « Je m'ennuie tellement ». Finalement, le capitaine voit que Cathy est seule et lui propose de danser avec lui. La soirée continue joyeusement, et personne ne remarque une silhouette mystérieuse soulevant une manette pour dérouler un fil métallique. Le câble tourne plusieurs secondes avant de se rompre, frappant la piste de danse. Les lumières éclatent, les décorations s'effondrent, et tous les danseurs sont tranchés en deux au niveau du torse sauf Cathy, dont la petite taille la sauve. 40 ans plus tard, une équipe de sauveteurs récupère l'épave d'un navire. Comme il prend trop d'eau, son poids le rend difficile à déplacer. Epps descend le long d'un câble pour pénétrer dans l'ancien bateau et découvre une brèche sur le flanc bâbord, ce qui signifie qu'il sera inondé dans 5 minutes. Le capitaine Murphy veut l'abandonner, mais Epps décide de rester pour le réparer. Mer et Dodge plongent pour l'aider, et ensemble ils soudent une plaque métallique qui bouge parfaitement le trou. Un peu plus tard, le groupe célèbre la réussite de la mission et la prime obtenue. À ce moment, un pilote nommé Fermant les aborde pour leur proposer un nouveau travail. Il leur montre la photo d'un navire qu'il a aperçu le mois dernier en volant au-dessus de la mer de Bering. Il avait tenté d'établir le contact, mais personne n'avait répondu, et il l'a revu quelques jours plus tard. L'équipe accepte le contrat, et Fermant annonce qu'il viendra avec eux. L'équipage part tôt le matin, mais ne trouve rien de toute la journée. Le soir venu, Santos remarque quelque chose à proximité et appelle rapidement Murphy, mais lorsque celui-ci arrive, l'objet a disparu. Murphy ne détecte rien au radar et pense que Santos a imaginé la scène. Pourtant, quelques secondes plus tard, le radar capte bien un signal. Epps les rejoint pour surveiller l'écran et remarque que l'étrange objet apparaît puis disparaît sans cesse. Quand Murphy essaie d'utiliser la radio, elle ne fonctionne pas soudain, un immense navire surgit devant eux, et Santos doit freiner brutalement le remorqueur. Il évite de peu la collision totale, mais l'avant heurte quand même la coque du géant et le moteur est endommagé. Murphy lit le nom, Antonio Grazza, et explique qu'il s'agit d'un paquebot italien disparu sans signal de détresse en 1962, un rêve de capitaine que de le retrouver. À l'aide de la grue du bateau, la moitié de l'équipe monte à bord pour enquêter tandis que l'autre moitié reste pour surveiller le remorqueur. En explorant, les sauveteurs constatent que tous les coffres de gilets de sauvetage sont vidés, que les canaux ont disparu. Dès qu'ils entrent à l'intérieur, ils perdent la connexion radio avec le remorqueur. Le groupe suit un bruit étrange et découvre une horloge à pendule encore en marche. Lorsqu'elle sonne soudainement, les hommes sursautent. Ils continuent d'avancer sans remarquer le jouet de Cathy, qui bouge tout seul pour écrire « Bienvenue à bord ». Plus ils s'enfoncent dans le navire, plus les interférences se font fortes sur la radio du remorqueur. Ils ne trouvent aucun corps. Après avoir ouvert une lourde porte, ils descendent à un niveau inférieur, mais le plancher cède sous main d'eux. Epps le rattrape de justesse, manquant elle-même de tomber, tandis que les autres la tiennent par les jambes. En regardant autour d'elle, Epps aperçoit Cathy dans la pièce du dessous, mais la fillette disparaît aussitôt. Avec beaucoup d'efforts, Dodge et Murphy parviennent à remonter Epps et mains sains et saufs. Ensuite, le groupe atteint la passerelle. Malheureusement, la boussole et le gouvernail sont hors service, et les réservoirs de carburant sont vides. Murphy récupère le journal de bord, et Dodge s'étonne de trouver une montre numérique, chose qui n'existait pas en 1962. Cela signifie que quelqu'un a déjà découvert le navire, mais ne l'a pas récupéré. Comme il n'y a plus rien à voir, Murphy décide qu'ils se reposeront pour la nuit et commenceront le remorquage au matin. De retour sur le remorqueur, Fermant leur demande s'ils ont découvert ce qui est arrivé à l'équipage. Murphy répond que non et leur raconte l'histoire du Marie Céleste, un navire également retrouvé sans aucun corps à bord. Tout comme l'Antonio Grazza, le Marie Céleste avait dérivé sur des kilomètres sans personne à la barre jusqu'à tomber en panne de carburant. Ces navires sont généralement appelés des bateaux fantômes. L'équipage débat de ce qu'il faut faire le lendemain. Murphy veut le remorquer, mais Santos pense que leur bateau n'a pas assez de puissance pour tirer un tel poids. Ils ne peuvent pas non plus l'ancrer ni revenir plus tard, car ses ancres ont disparu. Greer accepte de réparer le moteur pour qu'ils puissent le tracter, ce qui leur prendrait environ 2 semaines pour rejoindre la côte. Le lendemain matin, l'équipage plonge pour inspecter la coque du navire et découvre une large fissure qui le fait lentement couler. Pire encore, un fort courant le pousse vers des rochers, et il s'y écrasera dans 3 jours. Les membres de l'équipage soulignent que ce n'est pas assez de temps pour réparer à la fois le moteur et la coque, mais Murphy leur ordonne d'essayer malgré tout. Santos reste sur le remorqueur pour réparer le moteur tandis que le reste de l'équipe monte à bord pour évaluer les dégâts. Ils se séparent en binôme pour explorer différentes zones. Rapidement, ils réalisent que le radio ne fonctionne plus à l'intérieur. Minday et Dodge traversent un niveau inférieur inondé et finissent par atteindre la salle des machines, également submergée. Greer et Murphy trouvent la cabine du capitaine, mais Murphy refuse de le laisser entrer. À l'intérieur, ils découvrent le chapeau du capitaine, un rasoir ensanglanté et une bouteille de whisky. Il décide d'en boire une gorgée, mais au moment de lever le verre, il est horrifié de voir dans le miroir qu'il a pris l'apparence du capitaine du navire. En un clin d'œil, le miroir redevient normal. Murphy quitte la pièce sans remarquer que son reflet change de nouveau. Greer explore seul et découvre que l'ascenseur s'est écrasé. Pendant ce temps, Epps se sépare accidentellement de Fermant en trouvant la salle de la piscine. Elle entre et remarque de nombreux trous dans les murs ainsi que des douilles de balles sur le sol. En grimpant à l'échelle, elle est choquée de revoir Cathy, ce qui la fait tomber en arrière et s'évanouir lorsque son corps heurte le fond. Il lui faut quelques minutes pour reprendre connaissance, sans voir que son sang s'écoule dans l'un des trous du sol. Fermant la trouve et l'aide à se relever pendant que le sang jaillit à travers un trou dans le mur. Tous deux quittent la salle alors que les trous commencent à saigner, remplissant la piscine d'eau sanglante pleine de corps. Soudain, la voix chantante de Francesca résonne dans tout le navire et même à travers les radios. Greer suit le son jusqu'à la salle à manger et découvre un piano.
Sur celui-ci repose une cigarette encore allumée, marquée d'une trace de rouge à lèvres. Il remarque également une affiche de Francesca et la trouve séduisante, sans se douter qu'elle l'observe à proximité. Dans la buanderie centrale, Epps veut vérifier la conduite d'aération. Dès qu'elle l'ouvre, de l'eau s'en échappe violemment et commence à inonder la pièce. La porte se referme d'elle-même tandis que les deux paniquent, voyant des corps flotter dans l'eau morts depuis à peine un mois. Epps tente de contacter ses amis, mais les radios ne fonctionnent pas. Elle et Ferment décident alors de chercher une autre sortie. Ils errent à travers différentes portes et couloirs. Epps, désespéré, veut quitter le navire, mais Ferment s'arrête pour admirer une vieille voiture dans la cale. À ce moment-là, Epps remarque quelque chose bouger sous un tas de sacs postaux, et en regardant de plus près, elle découvre une caisse. Lorsqu'elle la frappe du pied, une nuée de rats s'en échappe, révélant plusieurs lingots d'or. Ils essaient d'avertir les autres, mais la radio ne diffuse qu'un bruit de friture, suivi d'une voix appelant le nom d'Epps et disant qu'il fait froid. Le duo décide de continuer vers la cuisine, où Epps choisit d'inspecter le réfrigérateur. Lorsqu'elle y jette un œil, elle sursaute soudainement en voyant des tissus suspendus bouger et hurler. Epps s'enfuit paniqué, pour découvrir que ce n'était qu'une farce de Dodge et Mindy. Quelques minutes plus tard, tout l'équipage se réunit dans la cale pour ouvrir le reste des caisses et découvre avec excitation encore plus d'or. Tous se réjouissent, sauf Greer, qui pense que ces lingots doivent être assurés. Dodge remarque que les marquages ont été limés, rendant les barres intraçables, ce qui signifie qu'elles ont été volées. Mindy réplique que cela explique peut-être l'incident de 1962, mais qu'ils ont également trouvé des corps récents. Murphy leur rappelle que tout ce qui est trouvé dans les eaux internationales appartient à celui qui le découvre, et ils conviennent donc de prendre l'or plus tôt que le navire. Tandis que la majorité de l'équipage commence à emballer les lingots, Greer et Santos retournent sur le remorqueur pour finir de réparer le moteur. À ce moment-là, dans la salle des machines, la valve d'une bonbonne de propane se met à tourner toute seule. Cathy sent que quelque chose ne va pas et tente de prévenir Epps, mais un autre fantôme la repousse. Greer met le moteur en marche, provoquant une énorme explosion dans la salle des machines. Mindy et Ferment, tout proches, sautent juste à temps. Le corps de Santos est en feu, et il plonge lui aussi dans l'eau tandis que l'autre moitié du remorqueur explose. Sur le navire, Epps est projeté en arrière par l'onde de choc, mais se reprend rapidement et plonge pour aider ses amis. Elle parvient à sauver Greer tandis que Ferment tire Mindy, mais Santos reste introuvable. Cathy observe toute la scène depuis le bateau. L'équipage doit maintenant passer la nuit sur le navire hanté. Dodge rejette la faute de la mort de Santos sur Ferment, l'accusant de ne pas avoir fait de recherche avant de les emmener ici. Il veut le frapper, mais Greer l'en empêche. Epps dit qu'ils doivent réparer le navire afin de pouvoir rentrer chez eux ou du moins survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Une dispute éclate à propos de ce plan, et Greer finit par donner un coup de poing à Mindy. Les deux hommes doivent alors être séparés et emmenés dans des pièces différentes. Au milieu de la nuit, Cathy danse autour de la piscine. Dans la cuisine, Dodge et Mindy ouvrent quelques vieilles boîtes de conserve qu'ils ont trouvées et sont surpris de constater que la nourriture semble encore bonne. Leur enthousiasme disparaît aussitôt lorsqu'ils découvrent qu'elles sont pleines de verre. Epps consulte la vieille liste des passagers et y trouve le nom de Cathy. Il y est indiqué qu'elle voyageait seule. Maintenant qu'elle connaît le numéro de sa cabine, Epps part à sa recherche. Elle sursaute lorsque toutes les portes du couloir se ferment brusquement, sauf une, qui s'ouvre lentement pour elle. En entrant dans la chambre, elle entend un léger fredonnement. Les affaires de Cathy sont toujours là, mais la douceur du moment fait place à l'horreur lorsqu'Epps ouvre le placard et découvre le corps de la fillette. Après le choc initial, elle prend le médaillon du cadavre et y trouve des photos des parents de Cathy. Celle-ci apparaît alors à côté d'elle et la supplie de ne pas le refermer, car elle ne les a pas vus depuis des années. Epps tente de lui rendre le médaillon, mais celui-ci traverse sa main, lui faisant comprendre que Cathy est bien un fantôme. Cathy explique que tout le monde ici est prisonnier, et qu'une fois que il aura récolté assez d'âmes pour remplir sa part, elles seront nourries. Quand Epps tente de demander ce que cela signifie, du sang commence à apparaître sur le plafond, et Cathy dit que il ne veut pas qu'elle parle. Elle dit à Epps de partir au plus vite, avant de disparaître dans un cri. Dans la salle à manger, Greer boit en regardant une photo de sa fiancée. Lorsqu'il décide enfin de partir, les lumières s'allument soudainement et les objets commencent à se réparer d'eux-mêmes. En un instant, la pièce redevient neuve et tous les invités réapparaissent pour acclamer Greer. Francesca s'approche pour l'embrasser sur la joue, et Greer comprend que tout cela n'est pas réel, donc que ce n'est pas vraiment de la tromperie. Il l'embrasse alors sur la bouche. Francesca s'éloigne en défaisant sa robe dans un geste d'invitation. Greer la suit, prêt à passer à l'acte, lorsqu'il la voit debout devant les portes de l'ascenseur, entièrement nue. Mais au moment où il tend la main pour la toucher, son corps passe à travers le sien, et il chute dans la cage d'ascenseur, se tuant sur le coup. Le visage de Francesca devient monstrueux lorsqu'elle se retourne. Dans la cabine du capitaine, Murphy, accablé de chagrin, boit jusqu'à s'endormir. Il est soudain réveillé par la bouteille qui bouge, et découvre, stupéfait, l'ancien capitaine qui lui propose un autre verre. Ce dernier lui remet également un carnet contenant des photos du Lorae, un navire qu'il avait secouru 2 jours avant la disparition de l'Antonia Grazia. Les photos montrent que les caisses d'or provenaient du Lorae. Murphy se souvient de cette histoire, affirmant qu'il n'y avait eu aucun survivant, mais le capitaine le corrige et lui montre la photo du seul survivant retrouvé, ce qui le laisse sans voix. Terrifié, Murphy part chercher les autres et, en entrant dans la salle de la piscine, il tombe sur le fantôme de Santos. Il tente de fuir, mais Santos apparaît sans cesse devant lui, l'accusant de sa mort. À ce moment-là, Epps et Ferment le trouvent et essaient de s'approcher, mais Murphy les voit tous deux sous les traits de Santos. Croyant qu'ils veulent l'attaquer, il se jette sur eux en premier et pousse Epps contre une colonne. Celle-ci essaie de se défendre sans lui faire de mal, mais Murphy la projette au sol. Elle saisit alors le premier objet à sa portée et le frappe à la tête pour le repousser.
Pourtant, Murphy continue d'attaquer, forçant Epps à n'avoir d'autre choix que de lui enfoncer un couteau dans le pied. Furieux, Murphy s'apprête à lui porter un coup mortel, mais heureusement Ferment le frappe à la tête par surprise et l'assomme. Après cela, l'équipage se réunit et décide d'enfermer Murphy dans l'aquarium pour la sécurité de tous. Il ne leur reste plus qu'à retrouver Greer. Au petit matin, l'équipage n'a toujours aucune idée d'où se trouve leur ami. Ils discutent de la suite à donner, et Epps les convainc de poursuivre le plan de réparation du navire. Mindés, Dodge et Epps plongent dans la salle des machines. Ils font exploser la porte pour l'ouvrir et découvrent une déchirure sur la coque, qu'ils commencent aussitôt à colmater. Après un long travail, elle est complètement bouchée. Ensuite, ils installent des tuyaux et des pompes pour évacuer l'eau du bateau. Cela prendra du temps, mais au moins le compas et le gouvernail fonctionnent de nouveau. En contrôlant le pompage et la dérive, ils pourront éviter les rochers. Puis Epps repart à la recherche de Greer. Cathy lui montre le chemin, et Epps est dévastée lorsqu'elle découvre son corps. Cathy touche son épaule et la transporte dans un souvenir de ce qui s'est passé après la découverte du Lorey. La malédiction a tué passagers et membres d'équipage de différentes manières, semant le chaos et la panique. Tous ont commencé à s'entretuer, chacun voulant s'emparer de l'or. Ce sont des humains qui ont conduit Cathy dans sa cabine et l'ont assassinée. Quand les derniers survivants sont allés chercher l'or, Francesca a manipulé le chef et l'a poussé à tuer son équipe, en prétendant qu'ils seraient ensemble. Mais ensuite, elle l'a abattu d'une balle dans la tête, ignorant qu'il restait encore un homme. Ce dernier l'a dupé en l'embrassant avant de la tuer à l'aide d'un crochet, puis il a gravé une marque sur sa main. Epps reste pétrifié en réalisant que cet homme est Ferment. Se souvenant qu'il était resté pour surveiller Murphy, elle court jusqu'à l'aquarium, mais il est déjà trop tard, Murphy est mort. Désespéré, Epps frappe la vitre sans relâche avant de s'effondrer en pleurs. Dans la salle des machines, une obstruction bloque les tuyaux, et Main des plonges pour réparer pendant que Dodge monte à la passerelle pour maintenir le navire sous contrôle. Epps arrive pour lui annoncer la mort de Murphy, mais avant qu'elle puisse entrer dans les détails, Ferment arrive lui aussi. Au lieu de tout raconter, Epps dit simplement qu'ils doivent partir immédiatement et qu'elle descendra chercher une issue par en dessous. Elle demande à Dodge et Ferment de se surveiller mutuellement et, avant de partir, remet un pistolet à Dodge. Pendant ce temps, Main dénage lorsque soudain ses jambes se coincent, les engrenages du navire se sont remis en marche et l'aspirent vers l'intérieur. Il tente désespérément de s'échapper, mais les roues dentées sont trop puissantes et finissent par l'écraser. Quand Epps arrive, le sang dans l'eau lui fait comprendre ce qui s'est passé. Sur la passerelle, Ferment essaie de partir, mais Dodge bloque son chemin, menaçant de tirer. Ferment commence à le provoquer avec des insultes, et Dodge finit par ouvrir le feu pour le tenir à distance. La blessure semble fatale, et Dodge pense qu'il est mort mais Ferment est toujours vivant. De son côté, Epps installe des explosifs quand Dodge la rejoint en lui disant que Ferment est mort. Epps lui répond de ne pas en être si sûr et révèle qu'elle veut faire exploser le navire. Dodge déteste l'idée et se met à argumenter, mais Epps reste ferme. Lorsqu'il essaie de lui arracher le détonateur, elle recule aussitôt. Furieux, Dodge se met à hurler et à jeter des objets, et Epps remarque qu'il n'a même pas demandé ce qu'il était advenu de Mindé. À cet instant, Dodge se transforme en Ferment, qui a pris son apparence après l'avoir tué. Elle découvre alors la vérité, Ferment est une âme damnée, envoyée en enfer après une vie de péché. Comme punition, il doit collecter suffisamment d'âmes pour remplir des navires et les expédier en enfer. Seules les âmes corrompues comptent, c'est pourquoi Cathy n'en fait pas partie. Il propose à Epps de la laisser partir si elle renonce à tout faire exploser, mais elle refuse. Alors qu'elle s'apprête à déclencher les bombes, Ferment fait tomber une poutre sur elle. Epps lâche le détonateur et tombe à l'eau. Ferment plonge à son tour et commence à la frapper, mais Epps trouve une arbalète sous l'eau et lui plante dans la jambe. Alors qu'il recule, elle profite du moment pour tirer une flèche vers le détonateur, déclenchant l'explosion. Une énorme déflagration détruit tout le navire et consume Ferment. Les âmes sont enfin libérées de son emprise. Epps nage au milieu des débris en flammes et aperçoit Cathy, qui la guide vers la sortie. L'enfant lui dit un dernier adieu avant de disparaître avec les autres âmes. À la surface, Epps contemple les lumières des esprits flottant au-dessus de l'épave qui sombre, tout en s'accrochant à des morceaux de bois. Heureusement, un navire finit par la secourir. Plus tard, de retour sur la terre ferme, on la place dans une ambulance. Elle reste figée de stupeur en voyant des officiers charger les caisses d'or pendant que Ferment, bien vivant, l'essuie du regard. Epps tente de hurler, mais les portes de l'ambulance se referment juste devant son visage.